Alors bonjour, donc on reprend. La dernière fois, on était avec les fonctionnalités du macrophage. On a parlé de certaines fonctionnalités, notamment phagocytose, la bactéricidie. Là, on arrive à une autre activité très importante du macrophage, ce qu'on appelle l'activité ADCC. ADCC, ça vient de l'anglais Antibody Dependent Cell Cytotoxicity. C'est la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante de l'anticorps. Bien sûr, l'anticorps, on n'a pas encore expliqué ce que c'est. C'est une molécule fabriquée par les lymphocytes B qui est en fait un récepteur sécrétoire. C'est un récepteur, au lieu d'être à la surface d'une membrane, il est libéré dans le milieu extracellulaire d'une protéine qui circule comme ça, l'anticorps. On l'expliquera plus tard. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque vous avez une bactérie ou la cellule cible, ou vous avez par exemple une cellule infectée par un virus, ou vous avez une cellule qui est devenue tumorale, c'est-à-dire une cellule cancéreuse, lorsque vous avez une cellule stressée, c'est-à-dire une cellule où l'ADN est cassé, etc., il faut l'éliminer, etc., toutes ces cellules-là, cellules bactériennes, etc., eh bien, ils ont des antigènes de surface. C'est ce qui est marqué le petit triangle vert, c'est des antigènes. Eh bien, regardez cette structure-là, une espèce de Y. Vous voyez cette espèce de Y, deux bras comme ça avec un pied, d'accord? Eh bien, ce sont les anticorps. Alors, l'anticorps, il va reconnaître l'antigène à la surface de cette cellule cible. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Si vous vous rappelez, lorsqu'on a décrit un petit peu les récepteurs des macrophages, on a dit la surface du macrophage est remplie de PRR. Mais il n'y a pas que les PRR, il y avait les récepteurs pour le complément, il y a les récepteurs pour les cytokines, pareil. Et puis, on a dit il y a des récepteurs pour la fraction FC des anticorps. La fraction FC, c'est justement ce pied de l'Y. Vous avez deux bras ici de l'anticorps, et puis ce pied-là de l'Y, c'est la fraction FC. Et regardez comment l'anticorps reconnaît l'antigène avec les deux bras, mais le pied-là, la fraction FC, elle reste libre. Eh bien, vous avez des catégories cellulaires qui ont le récepteur de surface de la fraction FC, des anticorps. Regardez. Alors, le macrophage qui nous intéresse, regardez, à sa surface, il y a un récepteur pour la fraction FC de l'anticorps. Lorsque la cellule cible est opsonisée, on voit ce terme-là, opsonisée par des anticorps, des cellules comme le macrophage arrivent, par leur récepteur de surface, vont se lier à la fraction FC de l'anticorps et libérer des molécules cytotoxiques. Donc, ils vont faire de la cytotoxicité, mais qui dépend de l'anticorps. C'est parce que l'anticorps a reconnu l'antigène et que ces cellules, ils ont un récepteur de surface pour la fraction FC de l'anticorps qu'ils peuvent libérer leurs molécules de cytotoxicité. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'ADCC. ADCC. Alors nous, on est toujours dans le cadre des macrophages. Vous allez voir, il y a d'autres catégories cellulaires qui sont capables de faire de l'ADCC. Les polynucléaires eosinophiles, les polynucléaires neutrophiles, les cellules NK, toutes ces catégories de cellules de l'immunité innée, on va les décrire après le macrophage. D'accord ? Ils arrivent. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont ce récepteur de la fraction FC. Ils se lient, et puis chaque catégorie cellulaire, elle a ses molécules spécifiques de cytotoxicité pour éliminer le pathogène, des enzymes lytiques pour le macrophage, le TNF alpha, on a des tumor necrosis factor. Et donc, ils vont faire de la cytotoxicité. Et une fois cytotoxicité, cette cellule que vous voyez là, cette cellule cible, elle sera éliminée. Il y aura une lyse cellulaire, destruction de la cellule. D'accord? Phénomène d'ADCC. D'accord? Et tout repose sur ce récepteur-là. S'il n'y avait pas ce récepteur de la fraction FC, notamment des IgG, on va voir. À l'intérieur des anticorps, on a 5 classes. C'est surtout la classe IgG qui intervient dans ce phénomène d'ADCC. Et donc, le récepteur, c'est FC gamma R. Gamma, vous allez voir, ça c'est le pied des IgG. Donc, c'est le récepteur spécifique du pied des IgG, cette classe d'anticorps. Donc, le phénomène d'ADCC, très important. Alors, on continue. On a dit, avec la microbicidie, la phagocytose, le phénomène d'ADCC, eh bien, les macrophages, ils étaient capables de déclencher la réaction inflammatoire. Alors, regardez, on a parlé du passage du monocyte vers le tissu infecté. Alors, imaginez ici, vous avez un tissu infecté par une bactérie. La bactérie, elle est en rouge. C'est une bactérie extracellulaire. Le macrophage arrive,
il se transforme, c'est un professionnel de la phagocytose, donc il arrive, il commence son travail de phagocytose, il est en train de phagocyter la bactérie, et il va commencer à donner des ordres. Pour faire quoi? Eh bien, pour déclencher la réaction inflammatoire. On a dit par le biais de quoi? De cytokines et de chimiokines. Ces cytokines et chimiokines, ils vont avoir des effets locaux et des effets systémiques. Alors, les effets locaux, premièrement, il faut appeler les cellules de l'immunité pour qu'ils viennent au niveau de ce tissu infecté, le recrutement cellulaire. Et puis des molécules, des anticorps, les éléments du complément, ils sont dans le sang, dans la circulation. Il faut qu'ils arrivent. Donc ce qui se passe, ces cytokines, ils vont augmenter, si vous voulez, ils vont faire une vasodilatation pour que le diamètre du vaisseau sanguin augmente un petit peu. C'est ce qui veut dire que le débit sanguin va augmenter à ce niveau-là. D'accord? Et va ramener les cellules immunocompétentes, ramener les molécules de l'immunité, les compléments, les anticorps. Et puis, lorsqu'ils arrivent, qu'est-ce qu'il faut? Il faut augmenter la perméabilité vasculaire. C'est-à-dire, regardez, il ne faut pas que les cellules endothéliales qui forment la paroi du vaisseau sanguin restent liées les l'une aux autres. Il faut qu'ils se rétractent. Il faut qu'ils se rétractent et laisser des passages pour que des cellules et des molécules passent au niveau du tissu infecté. Et tout ça, c'est par le biais des cytokines libérées par le macrophage. C'est lui qui va faire qu'il y ait augmentation du diamètre du vaisseau sanguin, augmentation de la perméabilité vasculaire, etc. etc. Et vous allez voir, regardez, des cellules de l'immunité, des polynucléaires et autres, les lymphocytes qui vont arriver, des molécules qui vont passer au niveau de ce tissu-là. Et à partir de là, c'est la réaction inflammatoire qui va venir plus tard, lorsqu'on va parler des réponses des mécanismes de défense. On va décrire ce que c'est que la réaction inflammatoire, mais retenez que c'est le macrophage qui peut, si vous voulez, déclencher la réaction inflammatoire, si vous voulez, par ces cytokines-là. Et puis là, on a parlé des effets locaux, mais on a dit les cytokines libérées par le macrophage peuvent avoir des effets au niveau central, augmenter la température corporelle, commander l'activation du complément, la production des éléments du complément au niveau du foie, mobiliser la production de certaines catégories cellulaires au niveau de la moelle osseuse, parce que c'est là où se produit l'hématopoïèse, produire de la chaleur, parce qu'il ne faut pas oublier, pour augmenter la température centrale, il faut produire de la chaleur. Pour passer de 36,5 à 38,5, 2 degrés, ça veut dire il faut produire beaucoup de calories. D'accord? Et là, pareil, il faut commander au tissu adipeux de brûler pas mal de graisse, etc., pour produire de la chaleur. Et tout ça, c'est des effets systémiques, en plus des effets, si vous voulez, locaux que vous voyez là. Et là, vous comprenez un petit peu pourquoi j'ai parlé de macrophage comme étant, si vous voulez, le cerveau de l'immunité innée, parce qu'il est arrivé le premier, c'est une cellule sentinelle, il a commencé son travail, mais en même temps, il a commencé à donner des ordres pour ramener des catégories cellulaires, recruter des catégories cellulaires, des molécules, etc., au niveau du tissu infecté, pour qu'il y ait, si vous voulez, démarrage de la réaction inflammatoire qu'on va détailler un petit peu plus loin dans le cours. Et puis pour terminer, on a dit, le macrophage, c'est une cellule qui est capable de faire, si vous voulez, l'activité CPA. Le macrophage, c'est une cellule présentatrice d'antigènes. Et très rapidement, je vous ai dit dans l'autre enregistrement, en fait, qu'il y a une catégorie de cellules, notamment les lymphocytes T, d'accord, qui ne vont pas entrer en contact avec l'antigène. Non, il faut qu'il y ait d'autres cellules qui s'occupent de prendre en charge l'antigène, de le traiter. Vous allez voir, il y a ce qu'on appelle l'apprêtement antigénique, de l'associer à des molécules spécifiques, des molécules qui appartiennent à notre organisme, qu'on appelle les CMH, le complexe majeur d'histocompatibilité. Le CMH, pareil, c'est des molécules du système immunitaire. Hein. Ça va venir plus loin. Alors, on est en train de parler des cellules. Ça, c'est la partie des molécules. Ça va venir. Et sachez tout simplement que ce lymphocyte T, qui a besoin d'autres cellules pour lui présenter l'antigène, il a un récepteur de surface de spécificité pour cet antigène, le TCR, T-cell receptor. Ce TCR, mais en plus, ce récepteur, il est capricieux. Il ne faut pas lui présenter l'antigène tout seul. Sinon, il ne le reconnaît pas. Même s'il est spécifique de cet antigène-là. Il faut associer l'antigène à une molécule de CMH, complexe majeur d'histocompatibilité. Et là, il y a deux classes de molécules de CMH. Les molécules de classe 1, ce qu'on appelle le CMH1, et les molécules de classe 2, ce qu'on appelle le CMH2. On va voir un petit peu la différence un petit peu plus tard.
Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que le macrophage, il est capable de faire ce travail. De chercher un antigène, un PAMPS appartenant à un micro-organisme pathogène, l'associer à du CMH et le présenter, si vous voulez, pour que le TCR, le récepteur de spécificité des lymphocytes T, parce que là on est en train de parler de lymphocytes, c'est eux qui vont exécuter les réponses spécifiques, adaptatives. Ça c'est le deuxième volet, l'immunité spécifique. Alors vous avez le macrophage, avec ses expansions cytoplasmiques et les pseudopodes qui lui permettent de faire de la migration, une grande cellule de grande taille. Il va utiliser ces PRR, les toll-like receptors, des PRR d'endocytose, de phagocytose. Bref, il va internaliser la bactérie. La bactérie internalisée, on l'a vu, elle est dans un phagosome. Des lysosomes vont fusionner avec le phagosome et libérer les hydrolases acides. Donc on aura un phagolysosome. Les hydrolases acides vont dégrader toutes les macromolécules qui constituent la bactérie. Les protéines, les polysaccharides, les lipides, les acides nucléiques, bref, toutes les macromolécules seront dégradées. D'accord ? Et à partir de là, si vous voulez, le macrophage, il va libérer, parce que comme les protéases vont intervenir, ils vont découper les protéines bactériennes, par exemple, ils vont dégager des petits peptides. Eh bien, le macrophage, comme il a cette capacité de faire cette activité CPA, cellule présentatrice d'antigènes, il va prendre ce peptide, il va l'associer à une molécule de CMH et afficher le tout à sa surface. D'accord ? Alors, ce que vous voyez là, ça c'est la molécule de CMH qui porte, la molécule de CMH qui porte la particule antigénique. Et de l'autre côté, vous avez un lymphocyte T avec son récepteur, le TCR, il est là, T-cell récepteur. Eh bien, il va reconnaître le peptide parce qu'il lui a été présenté par une cellule présentatrice d'antigène. Et cet antigène, il est associé à une molécule de CMH. Parce qu'on a dit, si le macrophage présente l'antigène tout seul, le TCR du lymphocyte T ne va pas s'activer. Il faut lui présenter l'antigène bactérien, mais associé à une molécule. Alors attention, ici vous avez un couple de molécules, un complexe moléculaire. L'antigène, le peptide, il appartient à la bactérie. Mais cette molécule de CMH, c'est une molécule de soi qui appartient à notre organisme. Elle n'a rien à voir avec les micro-organismes, avec tout ce qui est exogène. D'accord ? Et c'est ce complexe-là qui est reconnu par le TCR. Alors vous voyez comment le macrophage, grâce à cette activité de présentation d'antigène, il va présenter l'antigène au lymphocyte T. Alors ici, le lymphocyte T, vous allez voir, on a dit c'est une cellule un petit peu capricieuse. Elle ne s'approche pas de la bactérie, elle laisse d'autres cellules s'approcher de la bactérie, l'internaliser, libérer des peptides, les associer à du CMH et la lui présenter déjà. Il faut lui présenter l'antigène associé à du CMH. Eh bien, ce contact-là, récepteur avec le peptide CMH, c'est un signal de spécificité, un signal de reconnaissance. Mais il ne suffit pas, c'est ce qu'on appelle le signal 1. Ce signal 1 n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il faut à ce lymphocyte ? Il lui faut un deuxième signal. C'est ce qu'on appelle le signal de costimulation. Ce signal-là, c'est le signal de stimulation, mais il y a un signal de costimulation, le signal 2, qui fait intervenir des glycoprotéines. Alors, l'une est portée par le macrophage, c'est la molécule B7, et l'autre est portée par le lymphocyte T, c'est le CD28. L'interaction, et c'est une interaction de type récepteur-ligand. L'un est un récepteur, l'autre est un ligand. Le CD28, c'est un récepteur. Et donc, cette interaction-là, c'est le deuxième signal. Et avec ces deux signaux de contact, le signal de reconnaissance, le signal de costimulation, le lymphocyte T, il peut s'activer et devenir une cellule active et commencer, si vous voulez, à développer l'immunité adaptative, l'immunité spécifique. D'accord ? Et donc, vous voyez que grâce à l'activité de présentation d'antigènes, le macrophage peut activer le lymphocyte T. Le lymphocyte T, c'est une cellule de l'immunité adaptative. Donc là, on active l'autre volet de l'immunité qui est l'immunité spécifique. Donc le macrophage, il assure, si vous voulez, la connexion entre l'immunité innée et l'immunité adaptative. Et à ce niveau-là, il faut que vous compreniez que lorsqu'un pathogène arrive au niveau de notre organisme, le système immunitaire fonctionne systématiquement et exclusivement avec de l'immunité innée. Il n'emploie jamais d'entrée comme ça l'immunité adaptative ou l'immunité spécifique. Non, non. Toujours c'est l'immunité innée. Par les cellules de l'immunité innée. Macrophages, cellules NK, polynucléaires, etc., etc. Toujours, toujours.
Et cette immunité innée, elle suffit pour éliminer les pathogènes dans 99,99% des cas. Elle est très, très, très performante, l'immunité innée. Et donc, le système immunitaire, il a rarement l'occasion de déployer également l'autre bras de l'immunité, qui est l'immunité adaptative ou l'immunité spécifique. D'accord ? Mais des fois, vous avez des infections dues à des virus qui sont très virulents, ou alors des bactéries qui ont une immunogénicité très, très forte, etc. L'immunité innée s'active, elle utilise toutes les réponses dont elle dispose, et quand ça ne suffit pas, le macrophage, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait ça. Il fait l'activité CPA. C'est comme pour dire, l'immunité innée n'a pas suffi, maintenant il faut activer l'immunité adaptative. L'immunité adaptative, ça passe par où? Ça passe par une présentation d'antigènes aux lymphocytes T, notamment les TH. Parce que comme on a dit, le macrophage, ça serait le cerveau, entre guillemets, le cerveau de l'immunité innée. Les lymphocytes TH, c'est le cerveau de l'immunité adaptative. Donc si vous voulez, là, vous avez les deux patrons, les deux chefs d'orchestre qui sont en train de communiquer. L'un qui gérait l'immunité innée jusque-là, mais apparemment elle n'a pas suffi. Et là, il passe le relais à l'immunité adaptative pour qu'elle s'active. Et ça ne veut pas dire que l'immunité innée va s'arrêter. Non, non, non. L'immunité innée va continuer. Mais en plus, il y aura également l'immunité adaptative. Et donc là, le système immunitaire, il va fonctionner à plein régime. Hein. Toutes les réponses seront déployées. On verra plus tard comment ça se passe. L'immunité innée et l'immunité adaptative. Mais cette connexion immunité naturelle, immunité adaptative, ça se fait par la présentation d'antigènes. Parce que vous voyez ici sur l'écran, il y a des catégories cellulaires comme le macrophage qui sont capables de faire de la présentation d'antigènes. Internaliser l'antigène, l'apprêter. L'apprêtement, c'est l'associer à une molécule de CMH. Afficher le tout à la surface, assurer les signaux de co-stimulation pour que le lymphocyte T, notamment TH, s'active. Et là, c'est l'immunité adaptative qui s'active. Activité CPA, cellule présentatrice d'antigènes, connexion entre immunité innée et immunité adaptative. Alors ici, on est toujours avec l'activité CPA, mais je vais vous donner un petit peu de détails, comment ça se passe. Parce qu'on a dit, la bactérie est internalisée, digérée, on récupère un peptide associé à du CMH. Maintenant, vous allez voir comment ça se passe. Alors, on a deux cas de figure. Parce que j'ai oublié de vous dire que le TCR, à qui on a présenté l'antigène tout à l'heure, ne reconnaît que les antigènes peptidiques, déjà. Donc, lorsqu'on va digérer la bactérie, on va dégrader des lipides, dégrader des acides nucléiques, dégrader des polysaccharides, etc. Tout ce qui va résulter de ces dégradations ne sont pas utiles pour activer le lymphocyte T. Il faut dégrader une protéine bactérienne et libérer un petit peptide bactérien, et ce peptide bactérien qu'il faut présenter au lymphocyte T. Parce que tout simplement, le TCR ne reconnaît que des peptides. D'accord ? Alors voilà. Alors ce peptide, d'où est-ce qu'il vient? Alors, il y a deux cas de figure, ce qu'on appelle la voie d'apprêtement exogène et la voie d'apprêtement endogène. On va commencer par celle-ci. Voie d'apprêtement exogène. Vous avez à l'extérieur, ici, pour simplifier, on a présenté ici une protéine. Parce qu'une protéine peut être libre. Vous savez, les bactéries, ils peuvent avoir une pathogénicité par le biais de molécules qu'ils sécrètent, hein, ce qu'on appelle les toxines. Hein, d'accord? Donc, la toxine, ça peut être une bactérie. Donc, on peut internaliser la toxine et on peut avoir un peptide appartenant à la bactérie. D'accord? Mais on peut carrément internaliser par phagocytose toute la bactérie, la digérer, la dégrader au niveau du phagolysosome, et là, on libère des petits peptides. Résultat, à partir du phagolysosome, les peptides qui sont dégradés, ils peuvent bourgeonner à partir du phagolysosome pour former une petite vésicule. Petite vésicule qui va contenir des peptides bactériens, comme vous pouvez le voir. Et ces peptides bactériens, ils sont venus de l'extérieur. C'est pourquoi on parle de voie d'apprêtement exogène. La protéine, on l'a ramenée de l'extérieur de la cellule. On est en train de parler du macrophage. D'accord? Elle vient de l'extérieur du macrophage. Voilà les peptides au niveau d'une petite vésicule. Maintenant, on a dit, ce peptide, il faut l'associer à une molécule du CMH. Le CMH, il faut le savoir, c'est également des protéines. Et ce sont des protéines qui sont produites au niveau du réticulum endoplasmique. Comme on produit toutes les protéines propres au fonctionnement de la cellule, c'est le réticulum endoplasmique rugueux qui porte les ribosomes. On fabrique les protéines et ils sont fabriqués à ce niveau-là. Donc, ce qui se passe, c'est que les molécules de CMH, comme on l'a dit, sont de deux types.
de classe 1 ou de classe 2. Eh bien, par rapport à des peptides qui viennent de l'extérieur, eh bien, les peptides de l'extérieur, ils sont normalement associés à des molécules de classe 2, CMH2. D'accord? Ces molécules de CMH2, ils sont là. Regardez au niveau de la molécule de CMH2, on verra ça plus tard, c'est deux polypeptides associés alpha-bêta, on verra ça plus tard parce qu'on va parler des molécules. Et ces deux polypeptides, ils vont dégager un emplacement, ce qu'on appelle la niche peptidique. C'est à ce niveau-là que le peptide bactérien va être positionné, au niveau de la niche peptidique du CMH. Le CMH2, ici vous voyez que cette niche-là, elle est occupée par une protéine, ça c'est juste du détail. La niche est occupée comme ça, le temps qu'un peptide exogène arrive, et à un moment donné, on enlève cette protéine, on dégage, si vous voulez, la niche peptidique. Toutes les molécules du CMH, ils vont partir du réticulum endoplasmique dans d'autres vésicules, des petites vésicules qui vont bourgeonner du réticulum endoplasmique et qui vont porter les molécules de CMH2. Et là, vous allez avoir la fusion entre le peptide, dans cette petite vésicule, avec cette vésicule qui porte les molécules de CMH2. Tac, on enlève les espèces de bouchons qui étaient là au niveau de la niche, et le peptide, il va se positionner, comme vous pouvez le voir ici. Comme vous pouvez le voir, il va se positionner au niveau de la niche de la molécule de CMH. On a dit 2. D'accord ? Molécule de CMH2 avec le peptide. Et regardez comment le lymphocyte T, avec son TCR, il arrive et il reconnaît le peptide parce qu'il est associé à une molécule de CMH2. Alors ici, c'est un lymphocyte Helper TH. On l'appelle aussi CD4 parce qu'il a cette molécule CD4 qui est caractéristique. D'accord ? Voie d'apprêtement exogène. C'est-à-dire, voie d'apprêtement, c'est-à-dire la préparation de l'antigène. Voilà comment on l'a préparé. C'est une protéine qui venait de l'extérieur, on l'a dégradée, on a dégagé un peptide. Ce peptide, on l'a associé à du CMH2, on a affiché le complexe CMH plus peptide à la surface, et puis le TCR, la cellule T, il est venu, par son TCR, il a reconnu le complexe, et là, activation du lymphocyte T. Voie d'apprêtement exogène. Maintenant, cette protéine-là, elle peut ne pas venir de l'extérieur, elle peut venir de l'intérieur. C'est le cas par exemple des protéines virales. Lorsqu'une cellule est infectée par un virus, le virus ne se trouve pas comme ça dans l'espace extracellulaire à l'extérieur. Le virus, il est intracellulaire, c'est un parasite absolu. Donc il va produire ces protéines, et ces protéines, ils sont là, ils sont déjà à l'intérieur de la cellule. Et là, qu'est-ce qui se passe? La protéine, elle est dans le cytoplasme, elle est libre dans le cytoplasme. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut la découper. Et là, elle n'est pas à l'intérieur d'un phagosome, et c'est un lysosome primaire qui va fusionner, libérer des hydroacides. Non, la protéine est dans le cytoplasme. Il y a une autre structure qui s'occupe de découper la protéine, ce qu'on appelle le protéasome. Le protéasome, si vous voulez, ce n'est pas un organite intracellulaire, au vrai sens du terme, parce que les organites intracellulaires, ils ont une membrane biologique qui les délimite. Là, il n'y a pas de membrane. C'est une macrostructure faite par un complexe de protéines qui donne une espèce de tube, comme un cylindre, comme ça. La protéine rentre d'un côté et elle est découpée parce qu'il y a des protéases à l'intérieur, et de l'autre côté, elle sort sous forme de peptides. Regardez, la protéine passe là, et de l'autre côté, c'est des peptides qui sont formés. Ça, c'est le rôle du protéasome. Tac, 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 découper les protéines pour produire des peptides. Voilà qu'on a des peptides dans le cytoplasme, toujours dans le cytoplasme. Et on a dit, les molécules de CMH, ils sont produits au niveau du réticulum endoplasmique. Alors, dans ce cas-là, comme les peptides, ils sont libres dans le cytoplasme, c'est pas comme ici dans une vésicule, eh bien, c'est le peptide qui va aller rejoindre la molécule de CMH dans le réticulum endoplasmique. Et il va passer par l'étape. L'étape, c'est juste des molécules de transport qui vont permettre aux peptides de passer à l'intérieur des cavités du réticulum endoplasmique et aller vers la molécule de CMH et se positionner au niveau de la niche de la molécule de CMH. Dans le cas de cette voie d'apprêtement endogène, parce que la protéine était déjà présente à l'intérieur du cytoplasme, le peptide s'associe à une molécule de classe 1, du CMH1. Vous avez vu, lorsque la protéine vient de l'extérieur, le peptide dégagé, on l'associe à une molécule de CMH de classe 2. Lorsque la protéine est intracellulaire et le peptide également il est intracellulaire, on l'associe à une molécule de CMH1. D'accord? Une fois le CMH1 avec le peptide associé, des vésicules qui vont se détacher, ils vont bourgeonner,
et aller fusionner avec la membrane cytoplasmique. Et voilà comment la molécule de CMH1 qui va porter le peptide va être présentée. Alors, quelle est la différence? Quel est l'intérêt de tout ça? Eh bien, tout simplement que les lymphocytes T, principale catégorie de lymphocytes T, c'est les TH et les T cytotoxiques. Eh bien, tous les deux, ils ont un TCR. Les TH, ils ont un TCR qui ne reconnaît les peptides que s'ils sont associés à du CMH2. Et le TCR des T cytotoxiques, il a un TCR qui ne reconnaît les peptides que s'ils sont associés à du CMH1. Donc, lorsqu'on fait une voie d'apprêtement exogène, peptide avec du CMH2, on va activer le TCR des TH, les TCD4. Et lorsque le peptide est associé à une molécule de CMH1, on va activer les T cytotoxiques, ce qu'on appelle les TCD8. D'accord? Les deux principales catégories de lymphocytes T, CD4 et CD8. Et vous voyez que la voie d'apprêtement exogène active les TH, la voie d'apprêtement endogène active les T cytotoxiques. Et là, une fois on a préparé ce complexe, molécule CMH qui porte l'antigène, l'interaction avec le TCR, le résultat, c'est d'arriver à ce qu'on appelle la synapse immunologique. Qu'est-ce que ça veut dire la synapse immunologique? La synapse immunologique va se produire au niveau de cette espèce de fente ou cet espace qui sépare le lymphocyte T de la CPA, de la cellule présentatrice d'antigène. Déjà, on a vu dans la diapositive d'avant qu'il n'y a pas que l'interaction de reconnaissance. Peptide CMH avec TCR, interaction de reconnaissance, mais il y avait une interaction de costimulation. B7 avec CD28. D'accord? Alors ici, vous avez le détail. Regardez. Ça, c'est le lymphocyte TH. Et ici, la cellule présentatrice d'antigène. Elle a associé le peptide qui est en rouge avec une molécule de CMH2. Le TCR, c'est un TCR qui va reconnaître le peptide avec le CMH2. Donc forcément, c'est du CD4. Parce que le peptide est associé à du CMH2, c'est le TCR des lymphocytes T. L'interaction, elle est là. Alors ici, ce que vous voyez en couleur marron ici, c'est la molécule CD4, justement. La molécule CD4, c'est une molécule accessoire qui accompagne le TCR et qui va consolider l'interaction TCR-CMH-peptide. Elle va la consolider parce qu'elle va entrer en contact physique avec le CMH. Et donc, elle a ce rôle de consolidation de l'interaction, la molécule CD4, mais elle est importante aussi dans le démarrage de la voie de signalisation. On ne va pas rentrer dans ce détail-là, parce que le TCR, c'est un récepteur, donc il va activer une voie de signalisation. Le CD4, il est très important à ce niveau-là. Donc voilà la première interaction. C'est l'interaction de reconnaissance. Signal 1, elle permet l'activation du lymphocyte T. Mais on a dit, ce signal 1 n'est pas suffisant, il faut un deuxième signal qu'on appelle le signal de costimulation. Molécule B7 portée par la cellule présentatrice d'antigène face à la molécule CD28. Cette deuxième interaction, c'est le signal 2, c'est un signal de survie, généralement. Parce que si le lymphocyte T venait à recevoir uniquement le signal 1, premièrement, il ne sera pas activé, et même, il ne sera pas activé, mais il finira par entrer ce qu'on appelle l'anergie, il finira par mourir par apoptose. Le deuxième signal, B7 avec CD28, c'est un signal de survie. Il va permettre l'activation parce qu'il va rapporter le deuxième signal d'activation, mais garantir la survie de la cellule pour dire non, il ne faut pas mourir, il faut se différencier, s'activer et développer la réponse adaptative. Alors, vous voyez ici un troisième signal qui va parvenir, si vous voulez, au lymphocyte T, ce sont les cytokines. C'est-à-dire, au niveau de la synapse immunologique, la cellule présentatrice d'antigène, en l'occurrence ici, c'est le macrophage, il va assurer une première liaison de contact, c'est la liaison de reconnaissance. Assurer une autre liaison de contact, c'est la costimulation. Et puis, il va libérer des cytokines. Donc là, si vous voulez, c'est un signal chimique. Ce n'est pas un signal de contact, c'est un signal chimique. Il va libérer des cytokines et le lymphocyte T, il a les récepteurs de ces cytokines et ça va constituer le troisième signal, c'est le signal de différenciation. C'est-à-dire, une fois le lymphocyte TH va s'activer, le lymphocyte TH, il peut devenir TH1, TH2, donc on va voir, il y a une prévalence, il y a plusieurs profils TH, on verra ça plus tard. Et ce troisième signal est important pour cette différenciation-là. Donc au niveau de la synapse immunologique, il y aura principalement ces trois signaux, plus un quatrième qu'on ne voit pas ici. Parce que la synapse immunologique, il faut que les deux cellules, CPA plus lymphocyte, il faut qu'ils adhèrent l'une à l'autre. Et là, cette
fonction d'adhésion par les CAM, les molécules d'adhésion cellulaire, qu'on ne voit pas au niveau de ce schéma, ben, elle existe aussi. C'est-à-dire il y a des CAM d'un côté comme de l'autre, les deux membranes cytoplasmiques, qui vont permettre l'adhésion des deux cellules, des deux catégories cellulaires. D'accord? Donc si vous voulez, physiquement, il y a l'adhésion, il y a l'interaction de reconnaissance et l'interaction de costimulation. Là, c'est des interactions molécule-molécule. Plus une interaction chimique par le biais des cytokines. Et là, le lymphocyte T, il a tous les signaux pour s'activer, se différencier et démarrer la réponse adaptative. Alors, avec ce qu'on a vu là, on aura fait le tour, si vous voulez, de la première catégorie des cellules de l'immunité, qui était le système monocyte macrophage. Et là, on va passer à une autre catégorie de cellules de l'immunité innée, sont les cellules dendritiques. Les cellules dendritiques. Les anglophones parlent de dendritic cells. L'abréviation, c'est DC. Donc, c'est l'abréviation que je vais utiliser. DC, ça veut dire les cellules dendritiques. C'est une catégorie de cellules de l'immunité innée qui est également importante comme les macrophages. Alors, comme vous pouvez le voir au niveau de cette observation de microscopie photonique, regardez, on appelle ces cellules dendritiques parce que, regardez, ils ont des expansions cytoplasmiques qui rappellent les dendrites des cellules nerveuses, des neurones. Au niveau du corps cellulaire des neurones, il y a des dendrites. Eh bien, les cellules dendritiques, ça rappelle un petit peu ces expansions cytoplasmiques-là. C'est pourquoi on les a appelées les cellules dendritiques, mais ils n'ont rien de nerveux. Ce n'est pas des cellules nerveuses. Donc, caractérisées par des longs prolongements cytoplasmiques comparables aux dendrites, dendron, du grec arbre. Ce sont des cellules myéloïdes, bien sûr, comme dans une grande majorité. Vous savez, on l'a vu dans l'hématopoïèse. Dans l'hématopoïèse, on a dit on a deux progéniteurs. Le progéniteur myéloïde qui va donner toutes les catégories des cellules de l'immunité innée, on est en train de décrire, et puis le progéniteur lymphoïde qui va donner naissance à tout ce qui est lymphoïde, mais avec des exceptions, comme dans le cas des cellules myéloïdes, comme dans le cas des cellules lymphoïdes, parce qu'on a dit il y a certains lymphocytes qui ne sont pas des cellules de l'immunité adaptative. Ils appartiennent à l'immunité innée, même s'ils sont produits par la lignée lymphoïde. D'accord ? Et là, dans le cas des cellules dendritiques, classiquement, depuis toujours, les cellules dendritiques étaient qualifiées de cellules myéloïdes. Ils sont issus du progéniteur commun myéloïde, comme les macrophages, comme les polynucléaires, etc. Mais, dernièrement, on a découvert en fait qu'il y avait deux catégories de cellules dendritiques. Certaines ils sont issues de la lignée myéloïde et d'autres qui sont issues de la lignée lymphoïde. C'est-à-dire que le progéniteur lymphoïde qui donne les lymphocytes T, B, les cellules NK, il peut également donner des cellules dendritiques. Et là, ça va nous donner deux catégories de cellules dendritiques. L'une myéloïde, MDS, M de myéloïde, ou C, classique. Parce que classiquement, je vous ai dit, classiquement, c'était des cellules de la lignée myéloïde. D'accord ? Ou alors ce qu'on appelle les cellules plasmacytoïdes, P, au lieu de M, P, plasmacytoïdes, parce que c'est des petites cellules arrondies qui rappellent les plasmocytes. Les plasmocytes, c'est des lymphocytes B activés qui produisent des anticorps. Ils rappellent, donc on les appelle plasmacytoïdes et qui, on soupçonne, ils sont issus de la lignée lymphoïde. D'accord ? Alors, les cellules dendritiques 1 et les cellules dendritiques 2. Au cours de cet exposé-là, au cours de ce cours, pardon, il y aura des petites différences parce que les cellules dendritiques classiques vont avoir des fonctionnalités un petit peu différentes des cellules dendritiques plasmacytoïdes. D'accord ? Alors voilà à quoi ressemble la cellule. Celui qui a découvert cette catégorie cellulaire, c'est un monsieur Steinman. Il a eu le prix Nobel en 2011. C'est lui qui a découvert ces cellules. D'ailleurs, le prix Nobel dont je vous ai parlé lorsqu'on a parlé des Toll-like receptors, c'est lui. Le prix Nobel a été accordé à 3 scientifiques et vous avez un scientifique qui est là. Et rappelez-vous, comme pour les macrophages, on a dit, c'est des cellules sentinelles. Ils se trouvent un petit peu partout au niveau de l'organisme et selon leur position dans l'organisme, ils vont avoir des appellations, des noms différents. Et bien, les cellules dendritiques, pareil. C'est des cellules sentinelles, elles se trouvent un petit peu distribuées partout au niveau de l'organisme. Et selon le lieu où ils se trouvent, ils vont avoir des appellations des fois différentes. D'accord ? Cellules de Langerhans au niveau de l'épiderme et des muqueuses. Cellules dendritiques interstitielles au niveau du corps, du poumon. Cellules interdigitées, etc., etc. Des appellations un petit peu différentes, mais juste pour marquer le positionnement des cellules dendritiques. Alors, les cellules dendritiques, qu'est-ce qu'ils font ?
C'est des cellules sentinelles. On sait ce que c'est que cellules sentinelles. Maintenant, on a dit ça par rapport aux macrophages. Eh bien, cellules dendritiques, c'est quand même macrophages. C'est des cellules sentinelles distribuées partout au niveau de notre organisme. Et ils sont là pour veiller, pour surveiller notre organisme de l'arrivée éventuelle de pathogènes. C'est des CPA professionnels. Tout à l'heure, on a dit le macrophage, il est capable de faire l'activité CPA, la présentation d'antigènes, le macrophage. Mais le macrophage, il peut faire ça, mais il n'est pas un professionnel de la CPA. On parle plus de professionnel de la phagocytose. Le macrophage serait une cellule professionnelle de la phagocytose, même si elle fait de l'activité CPA. La vraie cellule professionnelle de l'activité CPA, c'est les cellules dendritiques. D'accord ? Parce que vous allez voir, il y a aussi les lymphocytes B. Les lymphocytes B, ils font de l'activité CPA. D'accord ? Mais ce ne sont pas des professionnels de l'activité CPA. Les cellules dendritiques, ce sont des professionnels de l'activité CPA. Ici, entre parenthèses, notamment les cellules dendritiques myéloïdes, c'est-à-dire classiques. D'accord ? Capacité de migration, pareil, comme les macrophages. Donc là, vous voyez, les phénomènes qui se répètent qu'on a déjà décrits par rapport aux macrophages, donc là, on n'est pas obligé de s'y arrêter, on va les mentionner, vous savez ce que c'est, la migration, l'activité CPA, etc., etc. Le rôle effecteur. Alors, le rôle effecteur, c'est un rôle qui est très réduit pour les cellules dendritiques. C'est-à-dire, c'est un rôle, leur travail, c'est détecter les pathogènes, faire l'apprêtement antigénique et présenter l'antigène. C'est des professionnels de l'antigène. Mais il ne faut pas développer des mécanismes pour détruire le micro-organisme, éliminer le micro-organisme, comme les macrophages. Les macrophages, c'est des cellules effectrices. Et les cellules dendritiques, dans ce volet-là, ils ont un volet qui est réduit. Ils font de la phagocytose, alors bien sûr, on ne peut pas faire de la CPA sans phagocytose. Vous avez vu, il faut internaliser de l'extérieur pour faire l'activité CPA, phagocytose. Et puis bien sûr les PRR, là c'est même pas la peine de répéter. Toutes les cellules de l'immunité qu'on va décrire, les macrophages, cellules dendritiques et les autres qui vont venir, les PRR bien sûr. Toute la surface cellulaire est occupée par des PRR. Alors ici c'est juste un schéma qui va vous montrer un petit peu comment fonctionnent les cellules dendritiques. Alors un exemple, regardez. Ce monsieur, il marche sur un clou qui peut être rouillé. Ici, vous avez blessure. Alors, au niveau de la blessure, c'est l'arrivée de bactéries. Dans ce tissu-là, au niveau de l'épiderme et du derme, il y a des cellules dendritiques, des sentinelles qui surveillent. Tout de suite, ils vont prendre en charge la bactérie, l'internaliser, et ils vont se diriger vers le ganglion lymphatique le plus proche. Le ganglion lymphatique le plus proche, il est au niveau du genou ici. Alors, au cours de ce cheminement-là, que va faire la cellule dendritique, comme vous pouvez le voir ici? Elle va commencer l'apprêtement, à internaliser la bactérie, la digérer, dégager un peptide, l'associer à du CMH2. Cet apprêtement-là, elle va le faire au cours de sa migration vers le ganglion. Lorsqu'elle va arriver au niveau du ganglion, ça y est, les antigènes bactériens sont associés à du CMH2 et la cellule dendritique peut aller directement au niveau, par exemple, de la zone T et présenter ses lymphocytes au TH. D'accord ? Alors, avant l'arrivée des bactéries, on parle de cellules dendritiques immatures. Et lorsqu'elles rentrent en contact avec la bactérie et ils commencent l'apprêtement et la migration vers le ganglion lymphatique et la présentation, on parle de cellules dendritiques matures. Donc, immatures, ça veut dire que c'est des cellules qui ont terminé leur différenciation au niveau de la moelle osseuse. Et ça, c'est vrai pour toutes les catégories cellulaires. Ils ont terminé leur différenciation au niveau de la moelle osseuse et ils séjournent soit dans le sang, soit dans un tissu spécifique et ils attendent l'arrivée d'un pathogène. Et lorsque le pathogène arrive, là, il se transforme en cellules matures, c'est-à-dire fonctionnelles, qui vont exécuter des rôles. Et ici, vous avez un tableau. Et puis, il nous reste une notion importante, qui est celle des synapses. Qu'est-ce que ça veut dire, les synapses? C'est-à-dire cette cellule dendritique qui a fait ce cheminement-là jusqu'à arriver au ganglion, aller au niveau de la zone T. Dans la zone T, il y a plusieurs lymphocytes T avec des TCR différents. Et la cellule dendritique arrive avec un peptide précis. Et donc, il ne faut pas croire que dès qu'elle va arriver, la cellule dendritique, elle va tomber pile poil face au lymphocyte TH qui est le TCR de spécificité de l'antigène. Là, la cellule dendritique, ce qu'elle doit faire, c'est tester la spécificité de son antigène par rapport aux différents clones de lymphocyte T, parce que chacun, il a un TCR de spécificité différente. Donc, elle va s'approcher d'un lymphocyte T avec son TCR et tester est-ce qu'il est spécifique. Et là,
il va faire, si vous voulez, une interaction légère, juste pour tester. C'est ce qu'on appelle les synapses. Les synapses, ce n'est pas une synapse immunologique. Synapse immunologique, elle se met en place une fois on est sûr de la spécificité. Mais pour essayer, est-ce que c'est spécifique ou pas, on fait intervenir les synapses, ce sont des interactions qui impliquent des liaisons faibles, qu'on peut défaire facilement. Et la cellule dendritique va passer d'un lymphocyte T à un autre, et à chaque fois, elle présente son peptide associé au CMH, au TCR, jusqu'à ce qu'elle tombe sur le lymphocyte T, qui a un TCR de spécificité de l'antigène. Et là, vous allez avoir les interactions dont on a parlé dans la présentation de l'antigène. Signal de reconnaissance, signal de costimulation, les interactions par les CAM pour assurer des liaisons fortes, les cytokines de différenciation, et c'est la synapse immunologique. D'accord? Et donc, pour terminer, vous avez ici un tableau qui vous compare les principales caractéristiques des cellules dendritiques immatures, c'est-à-dire qui sont dans le tissu, qui attendent, ils n'ont pas encore rencontré de pathogène, et les cellules dendritiques matures, c'est-à-dire ça y est, ils sont activés, ils ont rencontré un pathogène, ils sont activés. Il y a des caractéristiques pour les distinguer. Regardez, le CMH est intracellulaire pour les cellules immatures. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore d'affichage de molécules de CMH au niveau de la membrane cytoplasmique. Ça se fait lorsqu'on internalise un antigène, on le prépare, on l'associe à du CMH et on affiche le tout. Donc, lorsqu'on marque les CMH, on le trouve en intracellulaire chez les cellules immatures, alors qu'il est membranaire chez les cellules matures, parce qu'ils font de la présentation d'antigènes. Les molécules de costimulation, ils sont peu exprimées. Vous n'avez pas trouvé beaucoup de molécules B7 à la surface des cellules dendritiques immatures, parce qu'ils sont au repos là. Donc, ils n'expriment pas beaucoup de B7. Ils expriment le B7 lorsque ils s'acheminent pour faire la présentation d'antigènes dans le ganglion lymphatique. Alors que une cellule mature, elle exprime beaucoup de molécules B7 parce que c'est le signal très important. Endocytose importante, c'est-à-dire qu'une cellule immature, elle est en train d'endocyter des particules jusqu'à ce qu'elle tombe sur des molécules antigéniques pathogènes, des PAMPs, etc. Elle s'active. Alors que l'activité d'endocytose, elle est réduite. Lorsque la cellule est mature, elle commence ça y est, elle a fait l'internalisation, elle a internalisé ce qu'elle avait internalisé, et ça y est, elle ne fait plus de phagocytose, plus d'endocytose. Maintenant, elle s'occupe de faire de l'apprêtement. Activité CPA, pas d'activité CPA, bien sûr, on a dit, l'activité CPA n'apparaît que lorsque la cellule est activée, elle est mature, ça y est, elle est entrée en contact avec un pathogène. Il se trouve dans le tissu périphérique, comme on l'a vu, par exemple ici, on a donné l'exemple, les cellules dendritiques, ils sont dans l'épiderme ou le derme, et ils peuvent aussi d'autres tissus de l'organisme. Mais lorsqu'ils s'activent, ils se dirigent vers des organes lymphoïdes secondaires, les ganglions lymphatiques ou la rate, etc. Et là, c'est une histoire de récepteur de chymiokine, c'est-à-dire ils développent un récepteur de chymiokine spécifique de l'épiderme ou du derme pour rester à ce niveau-là. Mais lorsqu'ils doivent se déplacer vers le ganglion, ils arrêtent d'exprimer le récepteur de chymiokine de ce tissu, ils expriment le récepteur de la chymiokine libéré par le ganglion lymphatique. C'est ce qui leur permet de reconnaître leur chemin et d'aller directement par chimiotactisme vers le ganglion lymphatique. Et puis, très peu de sécrétion de l'interleukine 12 et sécrétion importante de l'interleukine 12. L'interleukine 12, c'est une cytokine très importante dans l'activation notamment des macrophages, par exemple, et des cellules NK. Merci de votre attention.